Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde journée de notre université d'été. Comme l'a dit Jeroen, moi je vais vous parler maintenant du processus de conception et de construction circulaire. Et nous allons pouvoir voir dans cette présentation qu'il est possible de faire des choix aux différentes étapes pour arriver à un bâtiment le plus circulaire possible à la fin. Je suis donc Morgane De Weert et je fais partie du laboratoire Solutions durables et circulaires du CSTC. Je me dois de vous représenter très rapidement le CSTC. Désolée pour la répétition pour ceux qui nous connaissent déjà très bien. Le CSTC est donc le Centre scientifique et technique de la construction en Belgique et nous avons été créés par et pour les entrepreneurs. Et nous avons trois missions principales: développer et valoriser le transfert d'informations, comme pour des journées comme aujourd'hui, et l'innovation et la recherche collective pour toujours vouloir améliorer le secteur avec un regard vers l'avenir. Le CSTC est composé d'une série de laboratoires. Nous faisons partie du laboratoire Solutions durables et circulaires. Et notre but est vraiment d'accompagner les différents acteurs pour mettre en place des solutions qui soient le plus concrètes possible et pour continuer à faire évoluer le secteur pour qu'il soit plus durable, plus circulaire et plus intelligent. Aujourd'hui, on va donc se poser la question: pourquoi changer notre manière de construire et de concevoir? Avant de parler de réellement comment est-ce qu'on peut opérer ces changements dans le processus de conception, mais aussi comment traduire ça en pratique, en finissant avec un troisième point sur la mise en œuvre et donc passer de ces plans à un bâtiment réel. Après, on fera un petit pas en arrière pour voir quelques cas pratiques qui qui utilisent justement ces différents concepts. On verra bien sûr qu'un bâtiment, ce n'est pas un autre, mais on peut faire des choix et prêter attention à certains points tout au long du cycle de conception. Donc, pourquoi commencer à construire circulaire? Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'on démolit énormément et parfois des bâtiments qui ont seulement une vingtaine d'années pour reconstruire après des bâtiments qui correspondent mieux aux normes ou aux besoins de ses occupants. On peut bien sûr se poser la question si c'est vraiment une bonne solution quand on pense à l'impact qu'a le secteur de la construction, que ce soit sur les émissions de CO2, la production de déchets dus à ces chantiers de démolition, mais aussi de construction, et les matières premières qui vont être utilisées pour construire ces nouvelles constructions. On peut déjà penser à faire évoluer les bâtiments pour demain, que ce soit pour mieux répondre aux normes environnementales. On pense aussi à la rénovation énergétique qui est dans le plan de Bruxelles pour faire évoluer les bâtiments et le parc immobilier d'ici à 2050. On voit que certains bâtiments proposent de se convertir très provisoirement et rapidement pour proposer d'autres utilisations, comme on le voit à droite avec une salle de cours qui a été mise en place dans un immeuble de bureau. Le problème étant bien sûr que l'avenir est imprévisible. Il y a un an, on n'entendait pas encore parler du Covid et on ne se rendait pas compte à quel point notre société a vu ses besoins changer très rapidement et nos habitudes de vie également. Énormément de bureaux sont retrouvés vides pendant des mois. Que faire de ces bureaux et de cet espace non utilisé? On voit aussi les besoins de la famille qui changent avec un besoin de 1 ou 2 bureaux supplémentaires par maison pour pouvoir travailler, mais également continuer à s'occuper de ses enfants. Et qui sait, peut-être que dans 3 ans, nos besoins auront encore complètement évolué. Évidemment, on peut prendre déjà ces changements en main, même si on ne sait pas prévoir tous les changements, on peut déjà penser à des bâtiments qui puissent évoluer avec le temps et qui puissent proposer des environnements dynamiques pour mieux anticiper et conserver la valeur des bâtiments le plus longtemps possible, que ce soit en concevant et en construisant avec une vision à long terme, en pensant à la flexibilité, et c'est de ça dont on va vraiment parler aujourd'hui, ou bien justement les matériaux, les bâtiments en fin de vie, les considérer et garder leur valeur pour leur donner un second cycle de vie en récupérant donc les matériaux des différents bâtiments et en les réemployant ou les recyclant plus tard.
Aujourd'hui, donc, on va approfondir la question de savoir comment nous pouvons concevoir et construire circulaire. Donc, veiller à ce que les bâtiments que nous construisons aujourd'hui puissent répondre aux besoins de demain également. Comme on va le voir, la réflexion, elle peut se faire à toute une série de niveaux, que ce soit le bâtiment, les composants ou les matériaux eux-mêmes. Alors, évidemment, quand on commence un projet, il faut élaborer une vision à long terme, une stratégie avant même de commencer à produire les plans ou à penser à la matérialité. Le premier choix qui se présente est parfois celui de choisir entre rénovation ou nouvelle construction. Si on veut économiser la matière première, il vaut mieux opter pour une réutilisation du bâtiment qui soit rénové ou non. Donc de réutiliser, de rénover un maximum, de garder la valeur du bâtiment un maximum. Lorsqu'on s'efforce de conserver la valeur et qu'on évite que les matériaux ne deviennent des déchets, il est important d'examiner si l'état du bâtiment peut être préservé. Est-ce que la structure est toujours capable d'accueillir de nouvelles infrastructures, un nouveau programme. C'est pour ça que le processus d'inventaire et d'analyse du bâtiment et des différents éléments qu'il compose va avoir une importance capitale dans cette étape. C'est ce qu'on voit notamment ici avec un bâtiment du centre-ville qui a été complètement démonté pour pouvoir après proposer une nouvelle construction. Cette reconversion et cette réutilisation de bâtiments et de structures n'est cependant pas toujours possible. Dans le cas d'une nouvelle construction, un choix primordial est celui de l'emplacement du bâtiment neuf. S'il n'est pas bien situé, le bâtiment finira par être moins, voire plus du tout utilisé et perdra donc de la valeur assez rapidement. Un bâtiment qui est mal situé est beaucoup plus difficile à réaménager et donc plus difficile de conserver sa valeur. Mais ce n'est pas que l'emplacement qui est important, c'est également la cohésion entre le programme et l'environnement. Avoir un programme qui puisse justement arriver à faire vivre le bâtiment et son environnement va pouvoir permettre de conserver l'intérêt du bâtiment le plus longtemps possible. Pour ça, on peut simplement repenser au quartier nord, au projet Manhattan, qui a proposé de créer un quartier entièrement monofonctionnel et comme on l'a vu, perdre un petit peu la vie de ce quartier qui aujourd'hui commence à être repensé autrement par une série d'acteurs, notamment privés, qui essayent de justement reproposer de nouvelles fonctions et une nouvelle vie à ce quartier. Une autre idée auquel il faut bien penser sont les différents scénarios d'utilisation. Donc, prévoir un bâtiment qui va pouvoir répondre à des besoins futurs qui vont changer. C'est ce qu'on appelle le design for change. Donc, proposer des bâtiments qui soient adaptables plus facilement, peu importe les scénarios d'utilisation futurs. C'est ce qu'on propose notamment ici, ce qu'ont proposé les architectes ici avec un bâtiment qui comporte des parkings et des bureaux, mais qui ont été pensés comme une armoire où chaque étage peut être dans le futur rempli de manière différente, notamment en proposant une structure simple avec de très grandes portées pour pouvoir aménager plus facilement l'intérieur en fonction des besoins évolutifs des utilisateurs. Il faut également penser plus loin que les stratégies d'utilisation, mais aussi la fin de vie. Comment est-ce que les différentes parties du bâtiment, comment est-ce que les matériaux vont pouvoir être réemployés, réutilisés ou recyclés. On pense notamment aux bâtiments qui sont temporaires ou qui sont même mobiles, bâtiments temporaires qu'on peut démonter et replacer autre part en fonction des besoins à court terme. Ici, ça a été, on a en présence d'un exemple d'école qui a été construit très rapidement, encore une fois pour répondre à un besoin très rapide de changement de la population. Avec le Brexit, énormément de sociétés ont dû déménager à Amsterdam et ça a poussé évidemment ça a poussé vers le haut le nombre d'inscriptions dans les écoles. Il a donc fallu proposer un bâtiment très rapidement pour pouvoir accueillir ces différents élèves et donc proposer un bâtiment qui soit temporaire mais qui a une certaine durée de vie et une certaine qualité architecturale. C'est le projet que Demeu a proposé ici avec un bâtiment qui va rester en place pendant 5 ans
mais qui pourra être démonté et réemployé encore une quinzaine, voire vingtaine d'années supplémentaires en tant qu'école ou même réaménagé pour d'autres fonctions. On pense donc dès le début de la vie à la fin des matériaux et au démontage. Pour faciliter ce démontage, on peut justement penser les bâtiments comme des kits IKEA. Donc c'est ce qu'on voit avec cet exemple ici, où le bâtiment propose vraiment un processus de construction par étape, allié aussi à un processus de déconstruction, ce qui permet aux futurs constructeurs ou à l'entrepreneur de pouvoir avoir un guide de comment mettre les éléments les uns après les autres, ce qui va faciliter évidemment le temps de mise en place, mais aussi va permettre, en gardant toutes ces informations tout au long de la vie du bâtiment, de pouvoir le démonter à la fin et récupérer les différentes parties. Maintenant qu'on a cette vision à long terme, on peut se demander de comment traduire ça pratiquement en choix de conception. Quand on transpose une stratégie générale en plan complet, il faut évidemment chercher à concilier les ambitions en termes de circularité et d'impact environnemental avec toutes les autres exigences techniques et les conditions préalables de ces nouveaux bâtiments. Il est souvent donc nécessaire de trouver un compromis entre les aspects qui offrent une valeur ajoutée au projet et ceux qui ont un impact sur l'exécution, les coûts et éventuellement aussi sur les performances techniques. Un premier facteur auquel on peut penser est simplement l'aménagement du bâtiment. Comment les éléments vont être liés les uns aux autres, comment les espaces vont être liés les uns aux autres, et comment penser la structure. On peut commencer en privilégiant un plan au sol et un dimensionnement qui peut s'adapter sur le long terme. Ce que ça veut dire, c'est notamment penser à une structure portante qui privilégie des grandes portées pour pouvoir mieux moduler à l'intérieur les différents espaces. On peut également penser à surdimensionner cette structure pour permettre l'ajout d'autres charges ultérieurement, que ce soit en ajoutant des étages ou en changeant l'affectation. Les étages peuvent aussi être pensés en proposant une hauteur sous plafond plus conséquente, ce qui va permettre d'adapter les techniques plus facilement tout en gardant une hauteur sous plafond agréable pour les utilisateurs et pouvoir maximiser également l'apport de lumière extérieure. Réfléchir à la position des éléments fixes du projet va aussi avoir son importance, que ce soit les cages d'escalier, les ascenseurs ou les techniques. Si on les regroupe, on peut minimiser le nombre de parties fixes du bâtiment et donc plus facilement pouvoir adapter l'ensemble et la disposition de différentes salles. Et enfin, on peut penser encore une fois aux techniques. Ça ne veut pas dire spécialement comme la structure surdimensionner les techniques, mais plutôt privilégier que les services puissent être ajoutés dans le futur pour vraiment adapter le bâtiment aux besoins. En optant pour ce genre de choix, ce genre de surdimensionnement, il ne faut évidemment pas oublier les avantages que ça peut apporter et qui doivent être estimés en fonction des surcoûts éventuels et de l'impact environnemental. Utiliser plus de matériaux, par exemple dans les structures, doit être analysé à l'avance. Comme on le voit ici, c'est aussi penser à la manière dont les bâtiments, dont les techniques vont être placées dans le bâtiment. Ce n'est pas spécialement prévoir des trémies plus grandes, mais simplement avoir une accessibilité plus facile à l'intérieur pour faciliter la maintenance, la réparation ou pour ajouter ou enlever des conduits avec le temps. Ici, on voit de manière assez parlante ces différents concepts qui ont été proposés pour un bâtiment d'habitation. Le bâtiment a été livré donc à nu, avec simplement les éléments qui sont fixes, les techniques et donc le groupe de circulation qui a été vraiment groupé au centre pour laisser un plan libre pour le reste et pour laisser plus de liberté aux habitants d'adapter leurs différentes habitations, les différents logements en fonction de leurs besoins actuels et pouvoir les faire évoluer avec le temps.
Il faut également garder en tête que les éléments de construction ont généralement des durées de vie qui sont différentes. Certains vont être adaptés ou remplacés durant la phase d'utilisation. Et pour faciliter ces modifications et empêcher surtout d'endommager les éléments qui sont connexes en cas de réparation ou de remplacement, il vaut mieux construire le bâtiment en plusieurs couches indépendantes. On se doute bien qu'une structure a une beaucoup plus longue durée de vie que les services ou encore les aménagements et les finitions intérieures. Pensez donc le bâtiment en couches séparées peut aider l'entretien et garder au maximum les qualités des autres éléments. C'est ce qu'on a illustré ici avec deux exemples. Le premier, où on voit à gauche les techniques qui vont être coulées dans la dalle, alors qu'à droite, les techniques ont été divisées de la structure et pourront donc être plus facilement modifiées avec le temps. À droite, on voit également aussi devoir faire des gaines et des trémies dans les bâtiments, dans les murs qui sont fixes, ou alors justement proposer des structures qui sont démontables et donc plus facilement adaptables dans le temps. Il y a déjà toute une série d'exemples et de solutions techniques qui existent aujourd'hui et à plusieurs niveaux. À gauche, on voit justement les différentes couches d'une paroi extérieure avec les couches de structure, d'isolation, mais aussi de parements extérieurs. Ou au milieu, on voit encore les éléments techniques qui sont bien dissociés de la structure et pourront être plus facilement adaptés de manière plus aisée. Après avoir pensé donc à cet aménagement général et avoir déjà en tête qu'il vaut mieux penser en couches de matériaux, la troisième étape consiste à choisir ces matériaux, les produits et les solutions techniques. Ici aussi, on peut viser plus de circularité et un plus faible impact environnemental en optant pour des matériaux qui soient démontables et réutilisables, en plaçant donc des bâtiments qui soient robustes, résistants à l'usure ou qui ont une grande valeur, qui vont garder cette valeur, en ajoutant des matériaux qui sont recyclables et en évitant les composites complexes ou les matériaux composés de substances nocives qui vont avoir du mal à pouvoir être recyclés plus tard, en utilisant des matériaux qui soient naturels, compostables ou biodégradables, ou encore des matériaux qui ont déjà eu un cycle d'utilisation et qui vont être réemployés une deuxième fois dans un nouveau bâtiment. Il faut noter évidemment que l'impact environnemental des matériaux et des solutions circulaires n'est pas nécessairement moins important que les autres solutions traditionnelles. Il faut aussi penser de manière plus globale à l'énergie que demande la production, ces nouvelles solutions, ou au transport qui est nécessaire pour apporter les matériaux jusqu'au chantier. Il faut donc arriver à se montrer assez prudent dans ses choix. Ce défi de pouvoir choisir un matériau plutôt qu'un autre et savoir surtout comment les juger, comment évaluer leur potentiel de circularité peut être aidé avec toute une série d'outils qui existent déjà aujourd'hui. Que ce soit en se basant sur les analyses de cycle de vie avec l'outil Totem, ou en se basant selon des critères pertinents, comme ce qu'a proposé la VUB dans un petit fascicule qui explique comment choisir et quelles sont les qualités surtout que les différents produits circulaires peuvent et devraient proposer. Ou encore, on peut se référer à des bases de données ou des bases de matériaux, comme on le voit ici à droite, avec le projet ProRemat qui propose une liste non exhaustive de produits qui présentent une ou plusieurs qualités qui correspondent aux critères de circularité. Pour les matériaux de réemploi, pour finir, on peut encore consulter des sites comme Opalis pour mieux s'informer et donc pouvoir mieux choisir par après. Maintenant qu'on a la forme du bâtiment, les matériaux, l'emplacement des différentes couches, il faut aussi penser à l'étape des détails et des fixations. Si on vise une adaptabilité et le réemploi des éléments et des matériaux de construction, une fois que la phase de fin de vie du bâtiment est atteinte, il faut penser à toute une série
de choses dès le début, que ce soit la modularité, donc en privilégiant des éléments qui ont des dimensions standards, ce qui permet plus facilement d'adapter et de remplacer les éléments. On doute bien que des éléments qui ont toujours la même taille, toujours les mêmes dimensions, seront compatibles entre eux et pourront facilement être remplacés, démontés par la suite. On peut également penser à des fixations qui soient réversibles ou détachables, pour dire ça très facilement, en privilégiant des fixations et des moyens de fixation secs avec des vis ou encore même des clous, plutôt que d'utiliser des cols ou des mastiques qui vont trop fortement lier les éléments les uns avec les autres. On peut aussi privilégier des assemblages sans trop d'outils ou des assemblages simples qui puissent être facilement compris pour les futurs démonteurs ou démolisseurs. Et ça, sans trop utiliser d'outils compliqués pour pouvoir démonter ces différentes solutions. Comme on le voit sur les images ici, toutes ces techniques, elles peuvent être transposées aux différentes couches du bâtiment, que ce soit plus pour la structure, ici avec un montage facile de structure en bois, mais aussi pour les couches extérieures ou intérieures de finition, ou même encore penser aux fondations qui soient réversibles. Évidemment, cette partie-ci va énormément impacter le travail sur chantier et l'entrepreneur qui va devoir mettre en place ces nouvelles solutions et peut-être penser à de nouvelles solutions, mettre autrement en œuvre ces solutions sur chantier. Donc on va donc maintenant voir un petit peu pour cette mise en œuvre. On a tous les concepts, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place, et on va voir toute une série de points d'attention pour passer de la conception à la construction en elle-même. La tâche principale de l'entrepreneur consiste à réaliser sur site ce qui a été conçu sur plan. Les choix qu'on a décrits avant, ils vont avoir un impact sur son rôle et sur ses activités. Pour obtenir un résultat qui soit optimal, il est vraiment important que les différents acteurs agissent ensemble et que l'entrepreneur puisse collaborer efficacement avec l'auteur de projet. Si on prévoit directement la manière dont le bâtiment va être construit, ça permet aussi de prévoir les différents problèmes à l'avance, plutôt que de devoir s'adapter sur chantier et réparer les erreurs, produire plus de déchets et souvent ce qui demande des coûts supplémentaires. Et ça peut se faire que par un dialogue et des échanges entre les différents acteurs impliqués. On voit notamment toute une série de nouvelles manières de coopérer qui existent et qui sont en train de se développer, que ce soit le design and build, qui permet aux architectes et aux entrepreneurs de travailler ensemble, ou encore l'élaboration de Bautin, où on va pouvoir permettre à tous les acteurs, que ce soit le client, les experts, l'entrepreneur, l'architecte, de directement travailler ensemble dès le début, plutôt qu'avoir une chaîne d'acteurs qui va s'occuper uniquement de ses problèmes à lui et de passer ensuite à l'acteur suivant. On peut aussi parler de différentes nouvelles offres circulaires, donc offre le marché qui évolue. On en parlera davantage dans une seconde session tout à l'heure, mais on peut déjà rapidement évoquer la formation de consortium. Pourquoi cette formation de consortium? Parce qu'aujourd'hui, parfois, la demande des différents acteurs n'est pas encore précisée à 100%, et ils vont demander au marché de proposer eux-mêmes des solutions à leurs envies, et donc de créer des ensembles d'acteurs qui se mettent ensemble et qui puissent penser à de nouvelles solutions, proposer justement une nouvelle offre à cette demande. Pour parler aussi très brièvement des cahiers des charges qui maintenant inclut de plus en plus de nouvelles exigences, que ce soit notamment pour l'utilisation ou l'extraction de matériaux de réemploi, et qui vont devoir imposer aux différents acteurs de s'adapter et de proposer de nouvelles solutions. Les solutions qui sont imaginées lors de la conception doivent évidemment être transposables en pratique. Pourtant, on constate que parfois, dans la pratique, certaines propositions et solutions ne sont pas encore réalisables ou qu'elles exigent un travail qui est excessif.
Par exemple, pour les grands bâtiments, il peut être difficile de trouver des lots, par exemple de briques de réemploi, qui proviennent d'un seul et même lot. Il va donc falloir se débrouiller pour trouver des lots différents, et donc ça demande évidemment plus de travail en amont. La mise en œuvre, donc, elle demande davantage de préparation parce qu'il faut aussi obtenir des informations sur les différents éléments, coordonner les travaux des différentes parties et concevoir des détails qui sont réalisables, mais aussi suffisamment performants. Donc, s'assurer, par exemple, de l'étanchéité à l'eau ou à l'air de ces nouvelles solutions avant de les mettre définitivement en place. On peut quand même souligner qu'il y a certaines solutions circulaires qui offrent de réels avantages par rapport au système traditionnel, que ce soit la mise en place d'éléments modulaires qui pourront être beaucoup plus rapides une fois arrivés sur chantier, ou encore la rapidité de pose de certains éléments démontables, ou la possibilité de travailler par temps très chaud ou très froid, donc dans d'autres conditions, par exemple pour le montage de briques sans mortier. La validation technique et les nouvelles innovations sont également à prendre en compte. Que les matériaux soient anciens, donc proviennent d'autres bâtiments, ou nouveaux, des nouvelles innovations, les produits de construction sont susceptibles de présenter une série de défis techniques. La plupart des solutions innovantes, elles ne disposent pas toujours d'un retour d'expérience qui est suffisant, ou elles ne s'inscrivent pas encore dans un cadre normatif qui soit établi. Ça ne signifie pas que ces solutions ne soient pas applicables ou ne soient pas de bonnes solutions, mais que leur mise en œuvre va demander une certaine réflexion. On va par exemple demander de consacrer plus de temps et de ressources pour la collecte d'informations techniques sur les performances des différents produits. On peut aussi revérifier certaines performances de matériaux. C'est ce qu'on voit ici à droite avec justement un test qui a été réalisé en laboratoire sur des isolants pour vérifier qu'ils avaient toujours de bonnes propriétés thermiques pour pouvoir être replacés pour avoir une seconde vie dans un nouveau bâtiment. Il y a également la possibilité de monitorer les performances grâce aux nouvelles technologies et aux capteurs, donc en plaçant ces nouvelles solutions et en vérifiant au jour le jour si les performances correspondent bien à ce qui a été prévu au départ. Évidemment, pour toutes ces nouvelles solutions, il faut bien définir les responsabilités des différentes parties concernées et la manière de traiter les problèmes éventuels s'il en arrive. Donc, comme on l'a déjà évoqué, le chantier va être impacté par toutes ces nouvelles décisions, de mise en œuvre. Une meilleure préparation en amont permet de trouver des solutions plus rapidement et donc de moins devoir réagir sur chantier, produire des déchets en devant recouper des produits qui ne sont peut-être pas adaptés au bâtiment. Le fait de préfabriquer et préassembler va aussi avoir un impact sur la manière de gérer le chantier. Ça va peut-être induire moins de travail manuel sur place, mais plus un travail de logistique et de phasage pour savoir quand les éléments arrivent et pouvoir les placer les uns après les autres de manière réfléchie. Le fait de pouvoir justement proposer des solutions préassemblées et des assemblages qui soient secs, ça va pouvoir permettre sur chantier d'avoir moins de déchets, mais aussi moins de nuisances, moins de travail manuel, moins de poussière, mais aussi de gagner du temps et donc parfois arriver à gagner du temps et réduire les délais de chantier. Une dernière chose auquel il faut penser dès la conception et la construction, c'est la manière dont les informations sur ce bâtiment vont pouvoir être transmises durant la phase d'utilisation et même de fin de vie de ce bâtiment. Que les utilisateurs aient accès aux différentes informations, savoir comment mieux entretenir, réparer, ou même savoir déjà comment démonter certains matériaux en cas d'échange ou bien en fin de vie du bâtiment. Il faut donc bien penser à l'avance comment transmettre ces différentes informations, que ce soit justement en les assemblant dans des documents qui puissent être électroniquement stockés en ligne et accessibles à tous les acteurs quand ils en ont besoin.
C'est quelque chose auquel il faut penser dès la conception et la construction pour pouvoir permettre justement ce démontage et cette fin de vie quand le bâtiment ne sera plus utilisé. Maintenant, on va voir quelques cas pratiques. Évidemment, tout ce qu'on vient de discuter maintenant ne peut pas être toujours fait en même temps. Il va falloir faire des choix. Et on va voir ici, à travers quelques exemples, que certains choix circulaires peuvent vraiment être mis en œuvre dans la conception, mais également dans le chantier. Un premier exemple dont on peut parler est celui d'un hôpital. La première chose à noter pour cet exemple-ci, c'est que ce bâtiment a été construit de manière circulaire, mais avant qu'on commence à vraiment parler de circulaire dans le milieu de la construction. Si les architectes, les entrepreneurs ont pris ce genre d'initiative et de solutions, ce n'était pas pour faire du circulaire, mais simplement parce que c'était les meilleures solutions qui s'offraient à eux pour offrir une longue durée de vie et un bon usage du bâtiment. Donc, pour parler plus concrètement des solutions qui ont été mises en place, notamment pour la structure. Comme on le voit sur les différents plans, toutes les ailes ont les mêmes largeurs et la même trame. La hauteur sous plafond aussi est la même à chaque étage. Tous les escaliers sont identiques. Un nombre minimum de colonnes a été prévu en interne pour offrir une plus grande liberté d'aménagement des espaces. Les éléments fixes comme la façade, les escaliers ou les ascenseurs ont été placés de manière réfléchie pour que les espaces dans les ailes puissent facilement être modifiés d'une clinique à un service de soins ou encore à des bureaux ou des vestiaires. Évidemment, pouvoir proposer ces modifications, ce n'est pas possible partout, car dans un hôpital, certaines salles, comme les salles d'opération, demandent une plus grande quantité d'installations techniques et de prévision à l'avance. Le bâtiment n'est donc pas entièrement remodulable, mais là où c'est possible, cela a déjà été pensé, car les besoins d'un hôpital peuvent changer très rapidement, notamment en fonction des crises sanitaires comme ce qu'on a aujourd'hui. La structure porteuse, elle a été aussi surdimensionnée pour permettre des étages supplémentaires sur certaines des ailes. La façade, elle est constituée d'éléments qui sont modulaires, mais également portants. Là aussi, il y a une difficulté de procéder à des remplacements ou des modifications majeures de cette façade. Néanmoins, les architectes ont déjà pensé à la manière dont certains éléments de façade pourront être démontés, car ici, le bâtiment a été construit par phase, avec un chantier par phase pour pouvoir utiliser certaines parties du bâtiment tout en continuant la construction des autres parties en même temps. Il a donc fallu prévoir directement que certains éléments de la façade puissent être démontés pour pouvoir ajouter ces différentes extensions. On montre encore une fois ici, vous pensez directement à l'implication future et à l'impact sur le chantier que ces différentes modifications vont avoir. On peut encore parler de beaucoup d'autres installations, comme les installations techniques qui ont été prévues et rassemblées dans les différentes ailes pour former des gaines qui soient importantes et qui puissent être modifiées si besoin est, mais surtout pour libérer le reste de l'étage. Ou encore l'absence de faux plafond et la présence de cloisonnements qui soient flexibles et donc qui puissent être adaptés avec le temps. Un deuxième exemple qu'on peut citer, c'est celui du bâtiment de Mortelo, dont on va parler plus en détail cet après-midi dans la version néerlandophone de notre université d'été. Mais je vais déjà vous toucher un mot là-dessus au cas où vous ne seriez pas présent. Le bâtiment, il était conçu comme un dépôt de matériaux. Tous les composants sont donc connectés les uns aux autres de manière sèche, ce qui permet que le bâtiment soit complètement démontable. La structure portante, qui est un squelette en acier, les composants architecturaux qui sont associés, comme le mur rideau, le sol surélevé ou les cloisons intérieures, les installations, ont été complètement séparés pour pouvoir être modulés en fonction des besoins évolutifs du bâtiment. Ces différents éléments ont été aussi pensés de manière totalement modulaire pour faciliter leur remplacement si besoin est. Pour illustrer ça plus précisément, le plancher en béton, par exemple, repose sur une structure portante en acier
à laquelle est fixée la façade. Les installations techniques, elles ne sont pas solidaires de la structure portante. C'est ce qu'on voit notamment sur l'image du milieu. Elles ne sont donc pas posées sous une chape ou encastrées dans les murs. Et les poutres en acier sont systématiquement pourvues d'ouvertures destinées au placement de ces installations techniques. La structure en acier, elle peut aussi elle-même être complètement démontée et réutilisée car les assemblages sont des assemblages vissés. Les différents éléments en béton, comme les cages d'escalier, ont été préfabriqués et pourront aussi être démontés de manière sélective en fin d'utilisation. Un dernier exemple auquel on peut s'attarder, sur lequel on peut s'attarder et qui s'intéresse ici plus à la faisabilité technique et la mise en œuvre, donc réellement comment sur chantier une solution circulaire a pu être adaptée et mise en place par l'entrepreneur. C'est l'exemple de l'Institut botanique de l'Université de Liège. Lors de la rénovation de ce bâtiment, il a été décidé d'utiliser différents éléments issus du secteur du réemploi, que ce soit un réemploi sur site, mais également des éléments venant de chantiers extérieurs mis en place ici dans le cas de la façade. Cette décision sur le choix des matériaux, ça a entraîné toute une série de conséquences sur le processus de conception et de construction. La première, sur le processus de conception, et qu'on peut citer, c'est que dans un projet comme celui-ci, on a un manque de maîtrise de la matérialité. Les matériaux ne sont pas connus à l'avance. On ne sait pas quelle taille d'éléments va pouvoir être livré sur chantier, car les éléments de réemploi ont parfois des dimensions qui ne sont pas attendues. Ça a forcé les architectes à penser directement le projet en termes d'exécution et de flexibilité sur site pour l'entrepreneur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé des maquettes en taille réelle pour pouvoir déjà tester la manière dont les différents matériaux pourront être mis en œuvre. Les spécifications ont dû également être ajustées dans le cahier des charges, car il fallait trouver un moyen de décrire un matériau dont les dimensions exactes, la couleur, ne seraient connues qu'à leur arrivée sur site. L'enjeu ici, c'était de trouver un équilibre entre, d'une part, écrire des descriptions claires des différents matériaux, la couleur, la dimension, mais aussi laisser une certaine marge qui est nécessaire à l'entrepreneur pour pouvoir trouver ces matériaux sur le marché. Les différents éléments ont aussi donc entraîné une grande implication technique des architectes qui ont dû produire un grand nombre de détails et préparer minutieusement la faisabilité technique du projet pour éviter les mauvaises surprises par après sur chantier. Ça a également permis et demandé de bien travailler et se coordonner avec l'entrepreneur. Pour concrétiser ce projet, différentes modifications ont dû être opérées par rapport au mode de déroulement habituel du projet de construction. La gestion de la planification et de l'exécution qui ont dû être plus flexibles car les matériaux de réemploi arrivaient par lot de 300-400 mètres carrés, ce qui a imposé à l'entrepreneur de phaser son chantier et de prévoir ses différents arrivages. Mais aussi, on peut parler du manque de standardisation. L'absence de normes et de documentation technique sur les matériaux de réemploi, ça peut parfois rendre leur application difficile. Ici, c'est avec les connaissances de l'entrepreneur et des architectes qui ont été mises ensemble et d'un bon dialogue que les différentes parties ont réussi à rendre ce projet successful. On peut aussi parler enfin du travail sur site qui a dû être adapté parce que au lieu de travailler avec des lasers, par exemple, les travailleurs ont dû s'habituer à un travail à la main pour pouvoir redimensionner les différentes planches et les placer sur la façade. Dans l'ensemble, ce travail-ci a été, il faut le noter, plus cher qu'une mise en œuvre classique. Mais la collaboration entre les différents acteurs et la bonne préparation, ça a permis de faire de ce projet un succès. Et ça a permis aussi à l'entrepreneur et les architectes de développer de nouveaux savoirs. Et ils sont repartis avec une motivation au final décuplée et la fierté d'avoir produit un travail spécifique. Construire donc des bâtiments circulaires, c'est faire des choix réfléchis, et ça dès le début. Penser sur le long terme, penser aux différentes étapes du cycle de vie, que ce soit l'utilisation ou la fin de vie, et collaborer
préparer intensivement le travail à l'avance pour pouvoir mieux gérer les différentes étapes. Cela induit une série de défis et d'opportunités pour l'entrepreneur, que ce soit l'industrialisation du secteur de la construction, plus de modularité, plus de fabrication et des nouvelles solutions vont avoir un impact sur la manière de construire, comment penser aux connexions, comment penser à monter et démonter les éléments. On voit que l'organisation diffère aussi et la pratique de la construction évolue. Une meilleure préparation induit des solutions mieux élaborées, une exécution qui peut se faire sans heurts, une meilleure planification, peut-être plus de logistique, mais aussi moins d'incertitude une fois la phase de chantier arrivée, ce qui permet aussi d'estimer mieux les coûts dès le départ. La collaboration et l'implication dès le départ des différents acteurs a évidemment un grand avantage pour tous, parce que plus de préparation permet de mieux préparer, mieux responsabiliser les différents acteurs et ouvrir ce dialogue dès le départ. Évidemment, on peut se poser la question, quel est le rôle de l'entrepreneur dans tout ça? Est-ce qu'au final, c'est simplement un installateur d'éléments préfabriqués? Est-ce qu'il propose aussi d'autres services comme l'entretien, la réparation pour penser sur le long terme à l'adaptabilité? Ou est-ce que c'est une opportunité de se spécialiser dans certaines voies, que ce soit le démontage en fin de vie ou le réemploi? Le choix des matériaux, des produits, des solutions va aussi évoluer. On va s'orienter vers de nouvelles exigences plutôt que s'orienter uniquement vers le prix, peut-être comparer les éléments en fonction de leur impact environnemental. Ces nouvelles solutions vont aussi être directement à penser sur les sites en essayant de limiter les déchets et en pensant directement au surplus, quoi en faire, aux déchets, comment les valoriser par la suite. On peut ici aussi garder une attitude évidemment critique par rapport à ces nouvelles solutions, ces nouveaux matériaux. Et on peut se demander si l'évaluation de la valeur de ces matériaux, la qualité de ces nouvelles ou anciennes solutions n'est pas aussi un rôle que l'entrepreneur pourrait prendre dans le futur, avec une bonne connaissance des produits grâce à leur expérience. Il serait peut-être possible d'assumer également ce rôle d'estimation des valeurs résiduelles. Comme on l'a vu, il y a aussi toute une série de demandes qui évoluent. Il faut donc bien s'y préparer et c'est en coopérant et en collaborant pour mettre toutes les connaissances ensemble dès le départ qu'on va pouvoir arriver à répondre à ces nouveaux défis. J'en viens à la fin de ma présentation, mais si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à consulter nos différentes publications sur le site du CSTC ou à consulter nos nombreux projets, encore une fois, sur notre site. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Morgane. Tu as plus ou moins respecté le timing. Un peu trop long, désolé. Donc, je vais essayer de nous limiter à 2 questions, mais je pense que comme orateur, tu peux aussi encore traiter les questions via le Zoom, mais je vais me permettre d'en poser 2 assez courts. Il y a une question qui s'est posée sur le projet de botanique à Liège. Oui. Comment a-t-on choisi ou sélectionné l'entrepreneur? Oui, donc en fait, ici, de ce qu'on a pu comprendre, c'était au final, encore une fois, un choix de coût. Ce que ça a impliqué en fait ici, c'est qu'il a été choisi dans le cahier de charge de ne pas mettre des caractéristiques et des demandes trop spécifiques pour essayer d'ouvrir quand même le marché un maximum et donc de ne pas demander une expertise en réemploi qui aurait pu justement donner moins de possibilités à des acteurs qui ont peut-être plus de motivation mais moins d'expérience de pouvoir participer. Et comme le cahier des charges était quand même assez précis, ça a permis que les offres soient aussi cohérentes dans les différents prix qui ont été proposés par les entrepreneurs. Ça va. Une autre question, et la dernière, je pense, c'est pouvez-vous détailler le design and build comme vous l'avez évoqué dans la partie mise en œuvre? Ok, mais ça, on va peut-être plus en revenir dans la partie, dans le deuxième exposé qui sera dans 1 heure pour justement mieux
Enfin, je préfère laisser ça pour plus tard, en fait, vu qu'on va en reparler, pour éviter les répétitions. C'est une bonne cliffhanger pour Oui, après la pause. comme ça vous OK, êtes obligés de me suivre. un grand merci.